Boris Vian disait avec humour « Les oiseaux sont responsables de 3, au moins, des grandes malédictions qui pèsent sur l'homme. Ils lui ont donné le désir de grimper aux arbres, celui de voler et celui de chanter. » Alors effectivement, depuis toujours, les humains ont été fascinés par les oiseaux, la beauté de leur plumage, de leur chant, de leur capacité de voler. Pourtant, chaque année, des millions d'oiseaux sont tués par l'homme. La chasse, le braconnage, l'utilisation d'insecticides et de pesticides, ou encore la déforestation. Alain Bougrain-Dubourg, bonjour. Depuis 1986, comme président de la LPO, la Ligue de protection des oiseaux, vous ne cessez de vous engager pour protéger nos amis ailés. Des combats pour faire cesser le braconnage dans le Médoc ou dans les Landes, contre le groupe Total lors du drame de l'Erika, et parfois même contre le ministère de l'écologie, nous allons le voir. C'est à l'occasion de la parution de votre dictionnaire amoureux des oiseaux chez Plon que j'ai le plaisir de vous recevoir, Alain Bougrain-Dubourg. Alors j'avoue que j'ai souri en découvrant que votre prénom, Alain, était écrit avec 2 L. Alors quand on sait combien vous êtes passionné par les oiseaux, c'est une forme de prédestination d'avoir 2 L à son prénom? On pourrait le croire, mais en fait, ça n'a rien à voir. L'histoire, c'est mon papa et ma maman qui étaient résistants, recherchés par la Gestapo pendant la guerre et qui ont dû changer plusieurs fois de nom. En se protégeant, et ils sont appelés à un moment Monsieur et Madame Alain. Or, le nom de famille Alain prend 2 L. Et quand je suis né, plus tard, mon père, en souvenir de cette terrible période, a souhaité que j'aie 2 L à mon nom. Pour tout vous dire, ça a été très très lourd à porter. D'abord parce que j'avais des résultats scolaires épouvantables, et je rentrais à la maison, mon père était assez sévère, et il me disait non seulement t'as de mauvaises notes, mais t'es pas capable de faire écrire correctement ton nom, parce qu'évidemment les enseignants mettaient qu'un L. Et donc voilà, ça a été pesant et au fond je me suis accommodé de ces 2 L et aujourd'hui, vu mon engagement auprès des oiseaux, je trouve qu'il y a un clin d'œil de l'histoire. Un côté symbolique. Et alors justement, en préparant cet entretien et en revenant un peu sur votre histoire et votre histoire familiale, je me suis dit avec un grand-père général, un père résistant et député, aimer les animaux comme vous les avez aimés, tout petits, ça a été pris très au sérieux dans la famille ou ça les a inquiétés, sincèrement? Ça les a inquiétés parce qu'ils espéraient une autre carrière pour moi. Aimer les animaux, c'est pas un projet d'avenir. Il fallait que je sois avocat vétérinaire, peut-être, mais c'était bien insuffisant. Et pour moi, cet amour des animaux a finalement probablement été un refuge. J'étais extrêmement timide et donc je m'épanouissais davantage auprès du regard qu'on pouvait porter sur un insecte, un oiseau, que sais-je encore. Et voilà, je me suis épanoui dans une forme de solitude ou plutôt de communion avec nos voisins de planète, les animaux. Et ça très tôt dans votre vie? Ah oui, vie. dès l'âge de 8 ans, 10 ans. J'ai été élevé chez les jésuites de façon un peu rigoureuse à Paris et comme les résultats n'étaient pas bons, mes parents m'ont envoyé au lycée Eugène Fromentin de La Rochelle en me disant avec les fils de marins pêcheurs, tu vas voir que la vie se mérite. J'avais 10 ans, hein. Bon, c'était pas les établissements terribles britanniques du 19e siècle, mais c'était quand même une rupture douloureuse. Et je dois dire que l'animal a été très important à ce moment-là. Et voyez-vous, c'est peut-être les hasards de la vie, mais juste à côté du lycée dans lequel j'étais enfermé toute la semaine, il y avait le Muséum d'histoire naturelle de La Rochelle. Et donc, j'allais me balader dans les coulisses, enfin pas dans les coulisses, dans les allées du muséum. Et un jour, je me suis dit, il faut que moi aussi j'ai mon muséum. J'avais 12 ans. Bon. Et mes parents avaient une maison dans l'île de Ré. Tous les week-ends, quand j'étais pas consigné, j'allais dans cette maison. Je ne voyais pas mes parents qui vivaient à Paris, mais voilà. Et là, je ramassais sur la plage des oiseaux déjà mazoutés, des crabes. J'essayais de mettre des noms latins devant ce cabinet de curiosité, on va dire. Et un jour, je me suis dit, mais
pour que mon musée soit digne de ce nom, il me faut une pièce maîtresse. Et la pièce maîtresse, c'était un crâne d'Homo sapiens. Et avec un copain, j'ai été dans un petit village, une fosse commune, où on savait qu'il y avait peut-être possibilité. Et j'ai récupéré un crâne, et ça a été terrible, parce que je me suis dit, mais ce crâne a appartenu à quelqu'un, ce quelqu'un avait une âme, et je suis en train peut-être de me comporter de façon... Et donc j'ai écrit à mon père, en lui disant, pour la première fois, je vous écris en homme, voilà ce qui m'est arrivé. J'ai voulu faire mon musée et tout, et je crois que j'ai mal fait d'avoir pris ce crâne. Et mon père m'a répondu, j'ai attendu d'être dans la rue pour ouvrir sa lettre tellement j'appréhendais. Et là, ça a été une horreur. Va remettre ce crâne où tu l'as pris, ce qui est un peu con parce que je m'étais pas fait gauler à l'aller. Bon. Et vous étiez à prendre en retour ou pas? Non, je l'ai jamais remis, je l'ai encore. Et ça, c'est profondément resté gravé en vous. Mais pour le petit garçon de l'époque, il y avait déjà l'idée que finalement, le sapiens, l'être humain, est un animal parmi les autres? Je me posais pas cette question. J'étais en fait très curieux de nature. Et dans l'île de Ré, je voyais l'horizon, et derrière l'horizon, je devinais l'Afrique avec ses fauves extraordinaires, le pôle Nord avec ses ours blancs, les manchots en Antarctique et le panda en Chine. C'est ça qui me passionnait. Je me disais, un jour, j'irai les voir. J'étais vraiment curieux de nature. Et les préparateurs du Muséum d'histoire naturelle de La Rochelle ont eu la gentillesse de me prendre sous leur aile et de me proposer de les accompagner dans les coulisses. Ils m'ont initié à l'herpétologie. C'est l'étude des reptiles et notamment la capacité de capturer des serpents. Et voyez-vous, les serpents n'ont pas de moyens d'expression. Ils ont une paupière fixe. Ils n'ont pas de membres pour dire leur bien-être. Et donc, quand vous avez une vipère dans les mains, elle peut vous mordre. Et les capacités relationnelles sont extrêmement simples. Ou elle vous mord, ou elle cherche à fuir, le plus souvent, ou enfin elle reste dans la main, c'est qu'elle s'y trouve bien. Et donc, moi, j'ai appris à faire un effort pour décoder le bien-être des serpents par leur comportement. Et ça, c'était passionnant. Voilà. Des animaux mal aimés. Et j'avais la naïveté de croire que si je les réhabilitais, je sauverais du même coup l'ensemble du vivant qui nous entoure. Visage, l'expression de l'être. Alain Bougrain-Dubourg, c'est intéressant de recevoir aujourd'hui le président de la Ligue pour la protection des oiseaux, bien connu pour son engagement pour défendre les animaux en général, les oiseaux bien sûr, mais aussi les animaux. Toute votre vie a été tournée vers la connaissance et la préservation des animaux. Et pourtant, vous nous dites que c'est ce muséum d'histoire naturelle de La Rochelle qui a été déterminant quelque part dans votre vocation, alors que c'est un muséum rempli d'animaux tués, empaillés. Et certaines voix s'élèvent aujourd'hui pour dire mais fermons ces horribles musées qui nous montrent le massacre perpétré par l'être humain. Comment vous réagissez à ça? Quel est pour vous le rôle de ces musées finalement? Alors, je suis très attaché au musée, peut-être parce qu'ils ont été les premiers à me faire confiance alors que j'ai Bac-1. Donc j'étais très mauvais élève et pourtant les préparateurs du muséum avaient du respect, m'encourageaient à poursuivre. Donc j'ai une grande reconnaissance. Ensuite, j'ai été administrateur du Muséum national d'histoire naturelle et je vois le travail admirable conduit par tous ces scientifiques dans des disciplines tellement diverses sur le comportement, sur la recherche, sur la communion avec l'homme, que sais-je encore. Donc c'est vrai que ces alignements d'animaux empaillés ont quelque chose de pathétique, mais aussi ils sont le témoignage. Et voyez-vous, si vos auditeurs ont la chance de passer par Paris, d'aller au muséum, dans la grande galerie, il y a un endroit un peu retiré qui est la pièce des espèces disparues. Et ils pourront voir le pigeon migrateur américain, qui est probablement l'oiseau qui était le plus nombreux au monde. Audubon, le grand peintre,
rappelle, en voyant les vols de ces pigeons, que ça obscurcissait le ciel pendant des heures, tellement ils étaient en nombre et qu'on avait l'impression qu'il neigeait, c'était les fientes qui tombaient. Eh bien, l'homme a commencé à abattre les oiseaux à coups de bâton, ensuite de fusil, et le dernier pigeon migrateur américain est mort en 1914 au zoo de Cincinnati. Et figurez-vous que 10 ans avant, il en restait encore des milliers. Comment se fait-il que l'espèce s'est éteinte alors que, naïvement, en regardant l'Arche de Noé, on croit qu'il faut un mâle et une femelle pour pérenniser une espèce. En vérité, ces oiseaux avaient compris, ils sont grégaires, ils ont besoin d'être en nombre pour survivre, que s'ils n'étaient plus assez nombreux, ils ne pouvaient pas donner la vie à une descendance qui ne trouverait pas les conditions nécessaires pour s'épanouir. Et donc, vous avez des plafonds au-delà desquels certaines espèces refusent de se reproduire. Alors, pour en revenir à ces animaux empaillés, quand je vois ce pigeon migrateur avec ses yeux de verre qui me regarde dans la vitrine, j'ai tellement de choses à lui dire et il a tellement de choses par sa simple présence à nous raconter également. Il nous interpelle quelque part, nous bien disant, bien sûr. Nous avons été exterminés, attention, voilà, attention pour ceux qui vivent encore aujourd'hui. Oui, c'est ça qu'il nous dit. Vous avez été, Alain Bougrain-Dubourg, journaliste, vous avez eu une grande carrière de journaliste. Aujourd'hui, on vous connaît comme président de la Ligue pour la protection des oiseaux depuis 1986. Oui. Vous avez mené une carrière impressionnante de journaliste et je pense que beaucoup d'auditeurs vont se souvenir sur ce qu'on appelait Antenne 2 à l'époque, qui est devenu France 2, puis sur France 5, vous avez fait une multitude d'émissions pour faire connaître les animaux et puis pour défendre déjà les animaux. On ne peut pas tout raconter parce que il nous faudrait alors là plusieurs heures. On va quand même parler surtout des oiseaux dans un instant. Mais il y a eu des moments qui ont été fondateurs pour vous au cours de ces reportages, des moments où vous avez pris conscience, je dirais, de la fragilité de la vie des animaux. Oui. Il y en a eu tant qu'il est difficile de faire ressurgir un événement plutôt qu'un autre. Quand je rencontre Indira Gandhi en Inde, qu'elle m'accorde une interview qui fait près d'1 heure et que je lui parle du trafic des batraciens, des grenouilles qui vont finir dans les restaurants français, etc., et qui assèchent les zones humides. En clair, il y a une multitude d'insectes qui vont se développer parce qu'on a trop près, et qu'elle me dit je vais arrêter l'exportation, c'est fini, dans un français admirable. Là, je me dis que j'ai servi quelque chose. Quand j'assiste à des captures d'animaux pour les zoos dans des conditions odieuses et que je témoigne, je me dis que je suis pas inutile. Quand je montre la beauté, je pense faire ma part également. Les deux aspects sont importants. Oui, monter la beauté de la vie animale, mais monter aussi toutes les menaces aujourd'hui. Mais voyez, une fois, je me suis retrouvé à Taïwan où on m'a proposé de filmer la capture et l'abattage, le piégeage d'un tigre, illégal bien sûr. Il y avait 3 parts, il fallait une 4e part. D'ici, si tu payes, tu nous voiles les yeux, enfin on veut pas qu'on nous reconnaisse, mais tu peux filmer. Et parfois j'interviens dans des cours de journalisme et je dis aux étudiants, qu'est-ce que j'ai fait ? Est-ce que j'ai accepté de payer pour témoigner et montrer l'abattage de ce tigre ou est-ce que je ne l'ai pas fait ? Alors, voilà, la réponse c'est que je l'ai pas fait. Et là, encore aujourd'hui, voilà, il fallait que je participe. Et encore aujourd'hui, je me dis, est-ce que j'ai eu raison ? Si j'avais ramené des images terribles de cette capture de tigre, peut-être que j'aurais fait accélérer l'arrêt du braconnage ou voilà, j'aurais pu. Donc c'est toujours extrêmement complexe. Mais globalement, ce que je retiens de tout cela, c'est le bonheur très égoïste d'avoir vécu un rêve d'enfant, c'est-à-dire partir à l'encontre de ces animaux, de cette nature, dans le monde entier, des forêts vierges au désert, que sais-je encore, mais surtout de l'avoir partagé.
Je crois qu'on est sur Terre pour passer un relais, soit parce qu'on a des enfants, soit parce que on dit aux autres. Et la télévision m'a donné cette capacité exceptionnelle du partage. Et derrière, j'ai des scientifiques aujourd'hui de très haut niveau qui viennent me voir, que je croise, que je retrouve et qui me disent, tu sais Alain, on regardait tes émissions et puis on a voulu faire comme toi. Et voilà, je suis grand patron maintenant de tel et tel département. Inutile de vous dire ma fierté. Bonjour à tous. L'oiseau est véritablement magique. Parmi plus de 9000 espèces recensées sur la planète, on compte une incroyable diversité du petit colibri. Pour tout renseignement sur le Quizzaco, tapez sur le Minitel 3615, code A2. Alain Mougrain-Dubourg, vous êtes le président de la Ligue de la protection des oiseaux, mais en lisant ce dictionnaire amoureux des oiseaux, où on parle bien sûr énormément des oiseaux, mais aussi de votre vie, j'ai découvert que ça n'avait pas été évident pour vous de dire oui quand on vous a demandé de devenir président de la Ligue pour la protection des oiseaux, parce que finalement, c'était pas les oiseaux qui vous intéressaient le plus. Alors, comment s'est fait cette demande qui vous a fait dire un petit oui, et qui fait que vous êtes toujours là depuis 1986? Alors, effectivement, quand on est venu me voir, j'étais un peu connu, et donc on pensait que c'était bien d'avoir une personnalité à la tête de cette association. J'ai dit non parce que je pensais avoir ni le temps, j'étais sans arrêt en reportage dans le monde, ni les compétences, parce que quand même, le peuple désert, c'est pas loin de 10 000 espèces, et il faut savoir de quoi on parle. 10 000 espèces d'oiseaux, voilà, à peu près dans le monde. Ouais. Ce qui est pas, par exemple, les insectes, j'ose même pas le dire, c'est plus d'1 million d'espèces. Là, ouais. Voilà. Et donc, voilà, j'ai dit non. Et puis, ils m'ont dit, allez, Alain, 3 ans seulement. Et j'ai fini par dire OK pour 3 ans. Et j'ai été pris dans un engrenage incroyable en découvrant pour commencer le braconnage des tourterelles dans le Médoc en plein mois de mai, c'est-à-dire que la chasse est fermée, interdite par le code rural, et vous avez les tourterelles des bois qui arrivent d'Afrique pour donner la vie. Et dans le Médoc, il y a près de 1000 pylônes, avec 3 chasseurs par pylône, et c'est un véritable barrage de feu. Vous dites c'est encore le cas? Ou non, c'est interdit maintenant. C'est interdit. Grâce à la lutte ça l'était interdit, mais voilà, on braconnait quand même. Et il a fallu que je demande à Brigitte Bardot, Sophie Marceau, Hubert Rive, Théodore Monod de m'accompagner chaque année pour dénoncer. Moi, naïvement, je me disais avec mes amis à la télévision, on va faire un ou 2 reportages et puis ça va être fermé dans le quart d'heure. Non. Ça a été une lutte de 20 ans. 20 ans de violence, de menaces de mort, de l'exécutif qui s'inclinait devant les braconniers. Enfin, ça a été dur. Et puis est arrivé un préfet qui un jour a dit « mais je croyais que c'était une tradition, que sais-je ». Bon. Et il a fait fermer en 3 ans. C'est-à-dire qu'il a convoqué la magistrature, etc. Toutes les plaintes étaient classées. Voilà. Alors donc ça m'a pris 20 ans. Et puis après, il y a eu l'ERICA. Et là, j'ai voulu qu'on plaide contre Total
pour le vivant non commercial, parce que figurez-vous qu'on indemnisait le vivant commercial, c'est-à-dire les crustacés, les poissons, le manque à pêcher, les coquillages, les huîtres et tout ça, mais pas le vivant non commercial, c'est-à-dire l'oiseau, l'oiseau, la tortue, le phoque, non, ils étaient pollués. Et donc, on a eu l'idée avec mon avocat, c'est comme ça qu'est né le mot préjudice écologique, de demander un préjudice écologique. Ça a pris 10 ans. On a été jusqu'en cassation. On a gagné. Le préjudice écologique a été imposé par la LPO et il figure maintenant dans le Code civil. Et puis après, j'ai eu 10 ans avec la glu, avec les ortolans dans les Landes, et me voilà toujours là, mais sans être... Attendez, oui. Alain Dubourg, oui. Ça veut dire que ce sont les combats qui finalement vous ont passionné et vous passionnent encore dans votre rôle de président de la Ligue de protection des oiseaux. Alors, c'est pas tant de la passion, c'est que j'ai le sentiment qu'il serait lâche de ne pas être au rendez-vous du combat. C'est-à-dire qu'on compte sur nous pour agir, c'est bien le sens Ligue pour la protection, et donc, par conséquent, on s'investit, on s'engage, et voyez-vous, en plus, il y a une convivialité dans notre association admirable. C'est une association qui est passée de 3 salariés, 3000 membres en 1986, à aujourd'hui 500 salariés, 65 000 membres. Ouais. C'est colossal. On est devenu la première association naturaliste de France parce qu'on a élargi au-delà de l'oiseau nos capacités d'action et on a des services juridiques, on est référent à l'égard du gouvernement pour voir l'impact des éoliennes sur la biodiversité, on travaille sur la politique agricole commune. Enfin bon, maintenant c'est devenu quelque chose d'extrêmement lourd, d'extrêmement complexe, et il ne s'agit pas simplement de se révolter, il faut aussi démontrer. Alors, vous venez de le faire très très rapidement, mais j'aimerais que vous nous présentiez quand même cette ligue pour la protection des oiseaux. Parce qu'on a souvent une image un peu naïve de gens sympathiques, des ornithologues amateurs qui viennent surveiller le vol des oiseaux. Moi, j'ai découvert en lisant votre dictionnaire amoureux et en préparant cette rencontre avec vous que c'est un véritable engagement à la fois de résistant. Moi, j'aimerais presque utiliser ce mot parce que j'ai l'impression que vous êtes un résistant quelque part. On parlait de votre père qui a été résistant pendant la guerre, mais vous, quelle résistance et quelle détermination depuis... Je suis pas seul. Bon, c'est vrai que je porte sur mes épaules, mais j'apparais dans les médias, mais on est un clan, on est un groupe. Et puis, il y a des moments de doute, je suis obligé de l'avouer. Par exemple, quand vous constatez que actuellement 1/3 de la population d'oiseaux en France a disparu, vous vous dites, mais j'ai servi à quoi ? J'ai servi à quoi pour un tel constat ? Et en vérité, on peut se répondre, oui, mais si j'avais pas été là, peut-être que ça serait pire encore. Donc, c'est d'autant plus intéressant que l'oiseau est scientifiquement reconnu comme un indicateur de l'état de la biodiversité. Là où ces populations sont en nombre, c'est tout le cortège du vivant qui s'épanouit, les batraciens, les insectes, les micro-mammifères, les reptiles, etc. Là où au contraire les populations disparaissent, on sait que c'est la biodiversité qui est affectée. Est-ce que tout n'est pas lié ? Parce qu'on dit la même chose des insectes. On dit tout que est si lié, les insectes bien sûr. disparaissent, c'est tout le cycle de la vie qui disparaît. Mais évidemment. Tout est lié. En fait. Tout est lié. Il y a un chef indien qui s'appelle Seattle qui en 1854 fait un discours admirable. Il va être conduit dans une réserve et il s'adresse à son peuple et aux hommes blancs et il dit mais vous n'êtes pas le tissu de la vie, vous n'êtes qu'un fil. Et si vous déchirez ce tissu, c'est à vous que vous faites mal. Bon, tout est lié. Et en même temps, je suis réservé sur cette idée. On est sans arrêt dans l'utilitaire. Et ça nous renvoie au début du siècle dernier où il y avait les oiseaux utiles et on peut dire que les autres étaient inutiles, donc on pouvait s'en accommoder, en faire n'importe quoi. Je crois qu'on a un devoir éthique à l'égard des plus faibles d'entre nous et on n'a pas besoin de savoir s'ils peuvent rapporter à l'homme
pour se sentir le devoir, je le dis, de préserver, voilà. Mais quand vous parlez d'utilitaire, on le voit très bien. Il y a les oiseaux que l'on peut manger, et donc on les chasse. Et puis, il y a ceux qui sont là, qu'on laisse, qui sont un peu décoratifs dans le paysage. Voilà. Et donc, on a un regard effectivement très utilitaire vis-à-vis des oiseaux. Oui, et vis-à-vis de la nature en général. Donc, ce regard utilitaire efface toutes les nuances, les subtilités que nous ne connaissons scientifiquement même pas, du reste qu'on découvre régulièrement. Et c'est ce coquillage qui va nous permettre de lutter contre le cancer, c'est cet autre qui va nous apporter des ressources thérapeutiques inespérées, c'est bon. Alors on est toujours dans l'utilitaire. Je crois qu'on doit installer nos relations comme on le fait, ou on doit le faire dans une famille. Voilà, nos cœurs battent à l'unisson. Encore une fois, je ne suis pas végétarien ni végane, mais pour autant, je crois que on a le devoir de faire reculer la souffrance animale et on a le devoir de ne pas surexploiter. Et ça, c'est quand même... Vous savez, au moment où je vous parle, prenez les mammifères. Vous avez 67% des mammifères qui vivent sur la planète, c'est le bétail de l'homme. Les ovins, les caprins, les porcins, etc. Le bétail de l'homme. 30%, c'est nous, les humains. Ça vous fait 97% de mammifères, l'homme et son bétail. Et il reste 3% actuellement de mammifères sauvages, de l'écureuil à la baleine bleue. Voilà ce qu'on a fait de la planète. C'est surréaliste. Alain Bougrain-Dubourg, j'aimerais revenir un instant sur vos actions sur le terrain pour préserver les oiseaux. Vous nous l'avez dit, pendant plus de 20 ans, dans le Médoc, vous vous êtes opposé au braconnage des tourterelles des bois. Oui. Comment vous réagissez face à l'argument de la tradition ? Les chasseurs vont vous dire, au Médoc, mais c'est la même chose dans les Landes, c'est la même chose partout, c'est la tradition. On fait ça depuis toujours. Vous, là, les citadins, occupez-vous de vos affaires et laissez-nous faire ce que nous avons toujours fait. Comment vous réagissez à cet argument de la tradition ? Je trouve que la tradition est dépassée. À ce titre, la femme n'aurait pas le droit de vote. À ce titre, il y aurait encore des gens dans les arènes se faisant dévorer par des fauves avec une foule enthousiaste. Enfin bon, par bonheur, c'est l'honneur de l'humanité que d'évoluer dans une démarche d'attention à l'égard de l'autre. Non, la tradition ne vaut pas tout. Tout au contraire, je crois que l'élévation de l'esprit, de la morale, efface bon nombre de traditions. Je suis pas contre la tradition, mais pas à n'importe quel prix. Et votre rapport aux chasseurs, alors, et à la chasse ? Écoutez, j'ai chassé quand j'étais petit et j'ai conçu assez rapidement que je ne pouvais pas tirer la vie pour le plaisir. N'oublions pas que c'est un
loisir. On n'est pas en train de parler de capacité de survie au siècle dernier ou pendant des guerres ou des famines. Non, là, on tue pour le plaisir, on capture, on fait souffrir. Les chasseurs ne seraient pas d'accord avec vous. Ils vous diraient, non, nous, on participe à un certain équilibre de la nature. Vous savez, quand on élève en captivité 20 millions d'animaux, des faisans, mais bien d'autres choses, des canards et autres, pour les relâcher devant les fusils chaque année, 20 millions par an, c'est pas participer à un équilibre de la nature, c'est se faire plaisir. Et du reste, on nous répond souvent, mais sans les chasseurs, il y aurait encore davantage de sangliers. Mais il y a trop de sangliers à cause des chasseurs qui notamment les agrènent en hiver, à un moment où il faudrait laisser les petits mourir, la nature faire son travail et réduire les populations ainsi. Non seulement on les nourrit en hiver pour les faire venir devant les fusils, mais on en importe de l'extérieur, il y a des élevages, enfin c'est surréaliste, c'est une mauvaise gestion. Voilà ce que je peux dire. Alain Boudrin-Dubourg, j'ai découvert en préparant cet entretien avec vous que votre engagement dans la Ligue pour la protection des oiseaux était bien sûr pour lutter contre le braconnage, une certaine forme de chasse, mais aussi vous faisiez, on peut dire, des bras de fer avec le ministère de l'écologie. Et dans votre dictionnaire amoureux des oiseaux, vous dites carrément « Je conserve de ces passes d'armes un sentiment amer de trahison républicaine ». Vous pouvez nous expliquer ça? Parce que on se dit le ministère de l'écologie, il doit être main dans la main avec ceux et celles qui luttent pour la protection des oiseaux. Oui, c'est pas le cas. Le premier ministère, on est dans les années 70, s'appelait le ministère de la qualité de la vie. Et je trouvais que c'était assez joli comme formule. La qualité de la vie pouvant s'étendre aux animaux et aux plantes, pas seulement à l'homme. Et en vérité, quand je me retrouve devant le Conseil d'État, je suis en face des chasseurs, évidemment, mais à leur côté, il y a le ministère de la Transition écologique. Et là, c'est surréaliste, parce que vous voyez les représentants du dit ministère se battre bec et ongles pour tuer davantage. Et quand j'en suis allé devant la plus haute juridiction française, c'est qu'on a épuisé toutes les autres capacités. Et cette juridiction nous donne à 90% raison. Voilà. Je me retrouve devant ce ministère qui veut étendre les périodes de chasse au-delà de fin janvier, il veut étendre en juillet, ce qui n'est pas acceptable sur le plan biologique parce que la période de reproduction est engagée, qui veut maintenir les captures d'ortolans d'une certaine manière. Là, les chasses traditionnelles sont rétablies. J'ai rencontré le président de la République en tête à tête pendant 1h30 pratiquement. Et là, récemment. Et j'étais très heureux de voir que il semblait porter un intérêt tout particulier à la biodiversité pour la rehausser au même niveau que de préoccupation que le climat. Et je découvre 8 jours après que il donne l'autorisation d'aller dézinguer, enfin de capturer, piéger des alouettes des champs. On en tue déjà près de 200 000 au fusil. Et il ajoute 100 000. Donc retour devant le Conseil d'État. Ça, c'est purement électoral. Complètement électoral, mais c'est inacceptable. Et puis ça génère de la souffrance. Enfin, donc c'est vrai que. Donc c'est décevant. Vous avez vu ça. Je dirais vous avez ce regard depuis les années 70 jusqu'à aujourd'hui. Oui. Est-ce que ça évolue ou est-ce que ça ne bouge pas vraiment? Ça évolue quand même, mais à quel prix? Et quelle perte de temps? Et voyez-vous, la nature en souffrance, aux deux sens propres et figurés, me fait mal. Et on est dans l'urgence.
J'ai le sentiment, voyez-vous, que nos rapports avec les autres êtres vivants, c'est un peu comme une peine de cœur ou une rage de dents. Ça vous réveille la nuit, vous n'y pouvez rien. Eh bien, vous ressentez ça vraiment? Oui, oui, mais c'est la nature qui ressent ça et qu'on n'entend pas. Elle souffre en permanence, jour et nuit. Et on a le devoir de soulager un peu cette souffrance. On peut faire autrement. Comment est-ce qu'on peut faire? Alors, très simplement, par rapport aux oiseaux, comment est-ce qu'on peut soulager aujourd'hui la souffrance de ces oiseaux qui sont Alors d'abord, on arrête de piéger des espèces en voie de disparition. Vous avez 15 espèces qui figurent sur la liste rouge de l'UICN qui sont chassables. En France? En France. Scandaleux. Scandaleux. Par ailleurs, vous prenez les insecticides, les pesticides, tout le cortège chimique qui accompagne une agriculture industrielle, il faut en finir. C'est mauvais pour l'oiseau, c'est mauvais pour l'homme. Alors, je dis pas qu'on revient à la bougie, comme ça a été prétendu. On peut faire autrement, bien évidemment. Et on voit des changements là où l'agriculture revient à une agriculture raisonnable et biologique. Oui, c'est très très clair. Il y a une capacité de résilience de la nature assez admirable, mais une espèce qui disparaît est une espèce perdue. On ne la refabrique pas. En revanche, c'est vrai que dès que vous prenez un exemple, quand il y a eu la Covid et le confinement, on a dit la nature a regagné ses droits. Je n'aime pas l'expression, parce que j'aime bien la communion entre l'homme et la nature. En fait, l'homme est parti, il a laissé place vide, et la nature a occupé l'espace tout simplement. Mais on voit bien que elle est là, présente chaque fois que possible, chaque fois qu'elle n'est pas agressée. Et juste une parenthèse à propos du Covid, la LPO, pendant cette période, a eu l'idée de lancer l'opération confinée mais aux aguets. On proposait tout simplement, c'était un peu une boutade, aux gens, depuis leur balcon ou leur jardin, de regarder ce qu'il y avait comme oiseaux autour d'eux. On a eu 1 400 000 retours en quelques semaines. Ça a été un déferlement d'enthousiasme, de passion, de gens qui nous ont dit « j'ai vu telle et telle chose ». Alors on donnait des petits indicateurs sur le site et on voit bien qu'il y a potentiellement un intérêt formidable à l'égard de l'oiseau et plus largement de la nature. On peut aider les oiseaux, vous en parlez dans votre dictionnaire amoureux, en posant des nichoirs, en nourrissant, mais pas n'importe comment. Oui, alors en principe, on nourrit que pendant les périodes sensibles, c'est-à-dire en hiver, au moment où les oiseaux sont extrêmement fragiles. Toute l'année, comme le font certaines personnes. Voilà, alors se partager, mais certains sont tentés de le faire toute l'année. Ce qu'il faut, c'est pas arrêter brutalement, parce que les oiseaux deviennent dépendants, et là, ils se retrouveraient orphelins, j'ai envie de dire, d'une certaine manière. Donc oui, et pas seulement les nourrir, mais leur donner à boire tout le temps, et ils se baignent, même en hiver, pour entretenir le plumage. Donc ça, c'est très important de mettre de l'eau, mais on peut mettre des nichoirs à insectes, mais on peut créer une mare, mais on peut faire des refuges LPO. C'est un accord qu'on passe avec les propriétaires et les LPO. Et la LPO donne des conseils pratiques pour aménager le jardin ou l'espace. Et puis en retour, il y a un label qui est donné, refuge LPO, et on a le château d'Amboise, on a Fontevraud, on a des lieux très prestigieux qui sont refuges LPO. On en a 40 000 en tout, beaucoup de citoyens, citoyennes, et ça représente près de 50 000 hectares, donc c'est pas nul. Voilà, d'havre de paix. Visage, RCF. Alain Bougrain-Dubourg, qu'est-ce que ça apporte d'observer les oiseaux ?
Et je vous demande à vous, personnellement, Oui. qui l'avez fait souvent, mais vous n'êtes pas un ornithologue non plus. Mais quand même, vous aimez observer les oiseaux. Qu'est-ce que ça apporte? L'oiseau est un miroir. Il nous renvoie, à nous, les humains, à un questionnement très essentiel. Moi, l'oiseau m'indique la compassion quand je le vois se comporter avec les autres. Il m'indique la détermination quand je le vois faire des migrations. Il m'indique la beauté. Il m'indique tant de choses. Je sais pas si on entend, il y a une sirène qui passe. À côté. C'est peut-être un appel pour sauver la nature en urgence. Je ne sais pas. Non, l'oiseau nous renvoie, à mon avis, à des qualités essentielles. Et il a ceci de singulier, c'est que, en principe, on ne le prend pas dans les mains. C'est l'un des rares animaux qui garde sa liberté, et pourtant il est si proche de nous. Mais on a tous envie de voler, non? Je sais pas vous, mais oui, c'est quand le on rêve les voit, d'Icare. c'est le rêve d'Icare. On est habité quelque part par ce rêve d'Icare. Oui, bien sûr. Alors, vous voyez, il y a par exemple l'alouette des champs dont je parlais, qui est braconnée, piégée de façon terrible. Et dans mon rêve, je m'imagine avec une échelle invisible montant jusqu'au dernier barreau pour la rejoindre là-haut dans le ciel quand elle fait le Saint-Esprit et qu'elle est capable de balancer 400 notes à la seconde. Notre oreille ne peut l'entendre. 400 notes à la seconde, ça a été identifié. Donc c'est la cantatrice du ciel. Et j'ai envie de lui souffler à l'oreille, chante ma petite alouette des champs, ça y est, l'homme a compris qu'il devait te laisser en paix. Malheureusement, j'en suis pas là. Voilà, ils me disent tant de choses, les oiseaux. Alors c'est pour ça que les hommes aiment bien les oiseaux, mais ils les mettent en cage. Oui. Beaucoup les mettent en cage pour les entendre chanter, par exemple. Bien sûr. Alors Prévert disait un oiseau en cage, la liberté en deuil. Actuellement, c'est l'une des difficultés, notamment les chardonnerets. Il y a des compétitions de chants d'oiseaux terribles qui peuvent conduire à capturer des oiseaux qui vont se vendre 1 000 € pièce. Notamment en Afrique du Nord. En Algérie, ils sont passionnés par le chant des chardonnerets. Alors, on parlait de tradition. Voilà, c'est une tradition. Dans toutes les maisons, vous avez une petite cage qui est pendue à l'extérieur avec des oiseaux chanteurs. Il y a des compétitions. Et par conséquent, on capture ces oiseaux sur tout le bassin méditerranéen. Et là, on rejoint la tradition. Voilà. Ouais. Voilà. Alors vous dites quoi en tant que Je président dis de la que c'est inacceptable, ça génère de la souffrance et ça met à mal une population d'oiseaux qui un jour pourrait disparaître. Alain Bougrain-Dubourg, vous l'avez dit, les oiseaux sont menacés aujourd'hui. Combien 30% à peu près ont disparu ces dernières années. Oui, ont disparu les populations d'oiseaux. Est-ce que c'est directement lié au réchauffement climatique ? Non, le réchauffement climatique s'ajoute à tout cela. On connaît très bien les causes. Les causes, c'est pour commencer l'agriculture industrielle avec les produits chimiques. Mais quand je parle d'agriculture industrielle, je pense aussi bien aux forêts coupées pour faire du soja en Amérique du Sud qu'en Asie du Sud-Est, l'huile de palme, etc. Tout ça, les milieux naturels qui disparaissent font disparaître les oiseaux en même temps. Après, il y a l'artificialisation, le béton et l'asphalte qui rongent les espaces naturels et agricoles. Et ça, c'est aussi très préjudiciable pour les oiseaux. On dézingue pas loin de 30 000 hectares par an, c'est colossal. Et là, vous parlez pour la France. Pour la France, uniquement, ouais. Et puis, il y a effectivement le réchauffement climatique. Et là, c'est observable aujourd'hui. Très clairement. En observant dans les oiseaux, comportements, on le voit. Alors, il y a des fois où ça peut être utile pour l'oiseau. Vous prenez les cigognes blanches, par exemple. Eh bien, beaucoup d'entre elles, il y en a plus de 1000, qui ne partent plus en migration. Elles restent sur le pourtour méditerranéen, en France. Et la migration est très meurtrière.
à bien des égards. Donc c'est plutôt bénéfique dans un premier temps. Mais vous avez d'autres espèces qui sont, par exemple, vivent dans des zones froides et sont montagnardes, et sont obligés de remonter pour avoir le climat qui leur est favorable. Et la montagne ne va pas au ciel, et donc il y a un moment où elle se restreint, où il y a des compétitions entre les oiseaux ou les espèces. Et puis, il n'y a plus assez d'espace pour tout le monde. Oui. Dans votre dictionnaire amoureux des oiseaux, Alain Bougrain-Dubourg, vous écrivez ceci. Face au changement climatique, les biologistes estiment que 3 situations s'offrent aux oiseaux. Soit s'adapter localement, soit chercher de nouveaux territoires plus conformes, soit, 3 points, disparaître. Oui. Je me dis, mais est-ce que c'est pas ce qui... c'est ce qu'on est en train de ce qui menace l'être humain aussi, cette même situation. Alors, la nature s'en sortira mieux que l'être humain, très honnêtement. Et la nature s'est passée de l'être humain, elle pourra se passer encore de lui. Mais effectivement, on est dans cette situation extrême où les signaux de la faune et de la flore sont des indicateurs pour le devenir de l'homme, incontestablement. Et certains scientifiques même imaginent que on ira dans d'autres planètes. Yves Coppens, mon pote, me disait, mais Alain, l'homme, alors lui, il était l'ami de Lucie, évidemment, 3 millions d'années, et il me disait, l'homme a toujours résisté à tout. Il a su s'adapter à tout. Il a su s'adapter. Il saura toujours s'adapter. Et s'adapter dans le futur, c'est peut-être aller occuper une autre planète. Mais Yves, j'en veux pas de cette hypothèse-là. Vous n'avez pas envie d'aller sur Mars, vous, hein? Il n'y a pas beaucoup d'oiseaux, paraît-il, là-bas. Ça vous attire pas. Donc, non, c'est l'homme est en péril quand on regarde la situation actuelle. Alors Alain Bougrain-Dubourg, il y a des succès quand même, hein. Je voudrais pas qu'on reste trop pessimiste. Il y a des succès. J'ai découvert grâce à vous que les cigognes d'Alsace, par exemple, ça y est, sont revenus. Oui, il y avait 9 couples. Voilà, dans les années 70. 70. Voilà. Et là, on est à plus de 4000 couples. Les vautours fauves qui avaient disparu du ciel de Cévenol, aujourd'hui, ils sont en nombre et c'est assez étonnant de voir. Enfin, ils sont source de tourisme. On va les voir. Même plus largement, le castor d'Europe qui disparaissait, il recolonise les rivières. Non, il y a beaucoup d'exemples de réussite. Le faucon pèlerin qui avait disparu à cause du DDT, enfin qui était quasiment disparu, aujourd'hui il nidifie en plein Paris, sur la cathédrale d'Albi, etc. Donc on voit qu'en se battant, on peut inverser les choses, et ça c'est l'espoir, évidemment. Visage, Thierry Lyonnais. Alors je me suis demandé, Alain Bougrain-Dubourg, si vous alliez pouvoir répondre à une question que beaucoup de gens se posent quand on parle des oiseaux. C'est une question qu'on se pose plutôt quand on parle de la poule. C'est la fameuse question: qui de l'œuf ou de la poule est apparu en premier? Alors, oui, mais c'est pas une question anodine. Vous savez que les scientifiques... C'est une grande question, ça. Voilà, on a la réponse aujourd'hui. J'ai le plaisir de vous l'annoncer. Eh bien, c'est l'œuf qui a donné la poule. Pourquoi? Eh bien, parce que l'ancêtre de la poule, c'est le dinosaure. Voilà, qui pondait des œufs, et donc sont les œufs de dinosaures qui ont conduit à des dinosaures emplumés, on va dire, qui ont eux-mêmes conduit à l'oiseau. Donc c'est l'œuf qui a fait la poule. Alors ça pousse le problème un peu plus loin. Alors qui de l'œuf ou du dinosaure est apparu le premier maintenant? Voilà. Allô Yves Coppens, si vous nous entendez, aidez-nous. Malheureusement, Yves Coppens, on pense à lui, il est au ciel, il a peut-être la réponse maintenant. J'ai bien aimé dans votre dictionnaire amoureux, parce que finalement, vous nous invitez à nous émerveiller face à la vie des oiseaux. Ouais. Vous dites par exemple, rien que sur les nids méritent à eux seuls un dictionnaire amoureux. Il y a tellement de choses à dire sur les nids. Les oiseaux sont vraiment des architectes extraordinaires. Extraordinaires. Et certains d'entre eux, en Afrique, en Asie, sont des monuments. Alors, ce qu'il y a d'étonnant, ces constructions admirables, faites avec tant de dextérité, de compétence, où il choisit la petite brindille qui conviendra, etc. Bon. Bien souvent, le mâle se donne un mâle de chien
et après, les femelles arrivent devant les nids proposés par les mâles et elles vont choisir le nid qu'elles trouvent le plus beau. Et le pauvre mâle va rester avec son nid tout seul comme un grand, celui qui n'aura pas été choisi. Mais c'est ainsi que on prend le meilleur pour pérenniser l'espèce. Il y a une fidélité chez les oiseaux. Ça dépend des espèces. Ouais, on va parler d'accouplement après, puisque vous ouvrez votre dictionnaire amoureux. Alors on voit que l'accouplement n'est pas simple. Pas évident, on va en parler dans un instant. Mais dites-nous d'abord, les oiseaux sont fidèles ou finalement ça dépend des espèces? On a l'habitude de dire que les grues, par exemple, sont les plus fidèles. Les pigeons, les colombidés, etc. Bon, on se rend compte en affinant un peu la recherche que c'est pas toujours le cas. Mais vous avez des espèces qui s'offrent à l'infini, si j'ose dire, une façon de pérenniser l'espèce, d'avoir davantage de chance à travers plusieurs paires pour une femelle, et puis d'autres au contraire qui restent plutôt ensemble. Voilà, c'est assez émouvant du reste. Allez, on va parler sexe sur RCF avec les oiseaux. Votre première entrée du dictionnaire amoureux, c'est accouplement. Oui. C'est chaud l'accouplement chez les oiseaux, non? On va dire que c'est compliqué, non? C'est très compliqué parce que figurez-vous que les oiseaux, à part certains, n'ont pas de sexe. Voilà. Et il y a un joli mot qui dit le baiser cloacal, parce que l'orifice qui sert à tout, c'est voilà, c'est à la fois pour les fientes, à la fois pour faire passer la semence, à la fois pour la poule ou la femelle pour pondre, enfin voilà. Et donc les oiseaux doivent s'accoupler en se collant l'un à l'autre, ce qui génère une acrobatie incroyable, notamment chez les échassiers, parce que il faut tenir quelques instants et voilà. Alors vous avez quand même quelques espèces singulières, notamment des anatidés, c'est-à-dire des canards, qui ont un sexe qui va se développer. C'est une forme de pas de cuillère, mais de peau, on va dire, qui va se développer. Il va y avoir une forme de pénétration. Mais c'est pas la majorité des oiseaux. Mais c'est pas la majorité des oiseaux. Et on peut pas dire que ce soit vraiment un sexe. C'est un développement qui permet de canaliser en vérité la semence vers la femelle. Et les œufs, parce qu'on a plaisanté, mais sérieusement, autour de l'œuf. Ouais. Là aussi, il y a une diversité incroyable d'œufs. Alors, il y a des œufs de toutes formes. J'en ai un qui m'est cher, c'est celui de l'épiornis, un oiseau qui a disparu, qui existait à Madagascar et qui était énorme. C'était un oiseau géant. Mais là, il n'existe plus, cet oiseau. Il n'existe plus. Mais alors, on voit qu'il y a une adaptation extraordinaire des œufs. Par exemple, le guillemot qui va pondre sans faire de nid sur une falaise face à la mer le plus souvent. Eh bien, l'œuf est ovale de façon à ce que s'il tourne, il bouge, il ne puisse pas rouler. Donc ça, c'est intéressant. Voilà. Il y a vraiment des œufs en tout genre. Le Muséum d'histoire naturelle de Paris a une collection extraordinaire. Alors, à une époque, il y avait des collectionneurs d'œufs. Aujourd'hui, c'est interdit. Les œufs sont protégés, la plupart d'entre eux, et c'est une bonne chose. Alors là aussi, la consigne de la part de la LPO, quand on voit des œufs dans la nature... On n'y touche pas. On ne les touche pas. Évidemment. Pas seulement les prendre, mais on ne les touche pas. Évidemment. Pourquoi est-ce que c'est important de ne pas toucher un nid parce qu'on va déranger le nid. C'est pas l'odeur, parce que les oiseaux ont quasiment pas d'odorat. Mais sur l'œuf, il y a autre chose à dire. Quand le poussin va naître, il a ce qu'on appelle le diamant à l'intérieur de l'œuf. C'est une petite protubérance qui est plantée sur le bout du bec et ça va lui permettre de déchirer la coquille de l'intérieur de l'œuf. Et ce diamant, il va le perdre quelques jours ou quelques heures plus tard. Et c'est pour ça que je dis souvent, l'oiseau naît avec le diamant et meurt avec le plomb, malheureusement. Voilà. Il y a beaucoup de choses à découvrir, c'est incroyable, la richesse de ce monde des oiseaux. Vous imaginiez, vous, quand vous avez accepté finalement
Sur la pointe des pieds de devenir le président de la LPO, vous alliez découvrir un monde aussi riche? Non, évidemment pas. Et au-delà, découvrir une nature si merveilleuse et aussi découvrir une communauté humaine admirable. C'est vrai, les amis des oiseaux sont des gens particuliers. Je vais vous donner un exemple. On les appelle les cocheurs. C'est-à-dire que vous avez des fous furieux qui veulent voir dans leur vie le plus grand nombre d'espèces possible. Vous avez une entrée sur les cocheurs. Voilà. Ils cochent. Hein, voilà. Alors ils mettent une petite coche en disant « j'ai vu telle espèce ». Et figurez-vous qu'il y a quelque chose d'étonnant, c'est que personne ne mettra en cause la coche qu'ils auront fait. On ne triche pas. On leur fait confiance. On leur fait confiance. Ouais. Et le cocheur le plus grand que j'ai connu, c'est Jean-Marc Thiollet, qui est décédé aujourd'hui, un rapaciologue qui probablement avait dû cocher 8000 espèces sur les 10 000 qu'on connaît. Mais bon, la plupart des gens, c'est quelques centaines, c'est déjà beaucoup. Oui, parce qu'il faut beaucoup de patience. Oui. Il faut rester à l'affût, comme on dit. Oui, et puis de compétences. Et vous avez en plus des oiseaux endémiques qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Mais quand vous avez, par exemple, il y a eu dans l'île de Ré une chouette arfan, une arfan des neiges, c'est on va dire un grand-duc blanc du Grand Nord, et elle est venue s'échouer sur l'île de Ré, probablement en ayant traversé depuis le Canada sur un bateau. Bon, eh bien, il y a plein d'ornithologues qui sont venus de Belgique, de tous les départements de France, dans l'île de Ré pour observer l'arfan des neiges qui était là. Ils pouvaient dire « j'ai vu un arfan ». Ils l'auraient pas revu autrement parce qu'ils n'allaient pas dans le Grand Nord, et donc voilà. Alain Bougrain-Dubourg, vous vous êtes beaucoup engagé pour la protection des oiseaux depuis 1986. Vous avez été menacé, mais vraiment très concrètement. Vous avez eu des menaces de mort, vous dérangez toujours. Mais finalement, qu'est-ce qui vous aura donné le plus de joie dans cet engagement, qui vous a pris beaucoup de temps, beaucoup d'énergie? Le sentiment de servir une cause. Je voudrais pas être prétentieux, mais vous voyez, j'ai 74 ans, donc j'ai plus derrière que devant. Et je me dis que ma vie n'aura pas été complètement inutile. J'ai favorisé des vocations comme on m'a aidé, la Fondation de la Vocation en montant, et je dois dire que c'est extrêmement satisfaisant. Et puis j'ai également satisfait mon envie, ma curiosité de nature. Vous savez, c'était un rêve d'enfant, mais c'est un rêve de vie que de côtoyer ces animaux, et on les voit enfin. Quel bonheur, c'est un privilège exceptionnel. J'ai eu une chance, j'ai fait de ma passion un métier qui n'en est pas un, parce que je ne suis pas diplômé, je n'ai pas de compétences particulières, et pourtant j'étais au plus près de ce que je désirais. Je remercie le Seigneur et tous les autres pour cette chance que j'ai eue. Eh bien, merci beaucoup. J'ai été vraiment ravi de vous rencontrer, Alain Bougrain-Dubourg. Je renvoie bien sûr à votre dictionnaire amoureux des oiseaux que vous venez de publier aux éditions Plomb, dans cette très belle collection des dictionnaires amoureux. Et j'ai envie de terminer notre échange par ces quelques lignes que vous avez mis dans l'introduction et non pas dans la conclusion, puisqu'il n'y a pas de conclusion, si ce n'est l'entrée Z que découvriront les lecteurs. Zoonose. Mais je voudrais juste lire ces quelques lignes que vous avez mis dans votre introduction. L'oiseau propose aussi un périple intérieur. Il m'engage à l'humilité lorsque j'observe ses exploits. Il m'inspire la solidarité lorsque je constate sa compassion. Il m'encourage à la persévérance lorsque j'admire sa fidélité. L'oiseau est un miroir aussi nécessaire qu'insaisissable. Merci, Alain Bougrain-Dubourg. Merci. Visage, une émission proposée par Thierry Lyonnais, assistante de production Laurence Bocard, réalisation technique Philippe Faure.